On va poursuivre évidemment avec Théo de Scuter. Bonjour Théo. Bonjour. Ah voilà, tu es bien parmi nous. Tu es le lauréat de cette catégorie. Tu as présenté ton mémoire de master en ingénieur de gestion à la Solvay Brussels School de l'ULB et il s'intitule en français Vidanger l'eau de la cale, le rôle de la supervision de la BCE dans la transition climatique européenne. Aujourd'hui, tu vas rejoindre en juillet l'UNEP, qui est le programme des Nations Unies pour l'environnement. Belle continuité à ce travail. Tu as eu comme promoteur Marek Hudon, qui est professeur à la Solvay Brussels School de l'ULB, où il dirige des recherches liées aux problématiques éthiques et de gestion des entreprises sociales, ainsi que sur le développement durable. Théo, c'est à toi. Bonjour à tous. Merci pour l'introduction et je voulais d'abord remercier toutes les personnes de ERA, de la Fondation pour les générations futures, pour le temps qu'ils ont accordé à mettre en valeur mon mémoire. C'est vraiment super gratifiant. Voilà. Donc moi, je m'appelle Théo. J'ai, comme vous avez dit, eu mon diplôme à Solvay l'année passée. Et j'ai eu mon premier stage auprès d'une ONG qui s'appelle Finance Watch et qui travaille auprès de la Commission européenne. Et au cours de ce stage, j'ai vraiment une passion pour la Banque centrale européenne, la BCE, qui est, comme son nom l'indique, l'institution au centre du système financier en Europe. La mission de la BCE, qui est hyper puissante, et c'est ça qui me passionnait, c'est d'assurer la stabilité financière pour assurer la prospérité économique et le plein emploi. Elle va le faire à travers deux fonctions. La fonction monétaire, qui est de gérer la quantité de monnaie dans l'économie pour assurer une stabilité des prix, et une fonction qu'on dit prudentielle, où elle va superviser les banques de très près pour assurer qu'elles sont saines de manière individuelle et de manière agrégée. Quand on parle de lutte contre le changement climatique et qu'on regarde la littérature, il y a énormément de littérature sur ce côté monétaire, sur la quantité de monnaie, la gestion de la quantité de monnaie, mais beaucoup moins autour de cette fonction de superviseur. Pour moi, il y a une grande et une petite raison à ça. La grande, c'est qu'on perçoit cette fonction prudentielle comme quelque chose de très rigide, qui suit des règles comptables et pas une politique monétaire qui est décidée dans les hautes instances. Et donc, on le voit comme quelque chose qu'on ne peut pas changer. Et la petite raison, c'est que c'est très chiant. Et donc, du coup, le débat politique ne s'y intéresse pas. Et c'est quelque chose dont les gens n'aiment pas parler parce qu'on n'y comprend pas grand-chose et qu'on n'a pas l'impression que ça peut bouger beaucoup. Voilà. Donc, c'est des choses qui sont assez ennuyeuses. Et c'est ça exactement qui m'a attiré parce qu'il n'y avait pas énormément de littérature dessus. Et il y a pourtant des tonnes de risques financiers qui peuvent affecter la stabilité financière et qui doivent donc être supervisés, qui sont liés au climat. Si on pense par exemple à une vague de chaud qui détruit toutes les rizières d'une province sur laquelle des tas d'entreprises comptèrent, ou si on pense à une loi qui interdit un certain type de véhicule et qui met en faillite des tas de producteurs. C'est des risques qui sont fondamentaux et sur lesquels la BCE n'a pas d'approche spécifique pour l'instant. Moi, l'intention de mon mémoire, et c'est comme ça que j'ai aimé le construire, c'était de le voir comme un plan d'action que je rédigeais pour offrir à la BCE les premières grandes lignes. Je n'avais pas la prétention de rédiger tout un programme pour cette immense institution, mais de rédiger les premières grandes lignes pour une vraie stratégie climatique pour la prise en compte des risques climatiques. Parce que si la BCE, dans sa supervision, prend en compte les risques climatiques, elle va forcer les institutions financières, qui sont les plus grosses institutions financières d'Europe, environ 90% des actifs qui circulent sur les marchés financiers, elle va forcer ces institutions à prendre en compte les conséquences climatiques de leurs investissements. Donc, j'ai construit mon mémoire en faisant des propositions qui prennent en compte le contexte organisationnel, politique, légal, qui est hyper complexe parce qu'on est en Europe, qui est un système politique complètement extraterrestre, et naturellement dans un champ épistémologique qui est encore très flou parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas encore tout à fait faire le lien entre les événements climatiques et les risques financiers. Voilà. Donc, c'était les deux difficultés de mon mémoire et j'espère les avoir visiblement, je les ai pas mal abordées. Voilà. Merci beaucoup. Merci Théo, tu t'étais mis un petit chronomètre pour tes 3 minutes, c'est ça qu'on entendait? Oui, quand on me lance Ah, sur mon voilà. mémoire, je peux parler 10 minutes, donc j'ai fait un effort. Ben oui, c'est parfait, on est complètement dans les temps. Alors, je vais donner la parole au promoteur de ton mémoire, Marek Hudon, qui nous a rejoint. Est-ce que vous êtes bien là?
Je suis bien là. Ah, Bonjour. ben voilà, bonjour. Alors, en quoi, justement, ce mémoire de Théo a-t-il participé à construire un monde soutenable? Ben, je pense à différentes choses. Tout d'abord, ben, le rôle, comme l'a dit déjà Théo, le rôle des banques centrales est souvent négligé. Donc, elles ont un rôle essentiel, hein. On pense évidemment à cette fonction de supervision. On pense aussi récemment à toute la question des achats des actifs, des actions, et qui sont des sommes faramineuses, en fait, hein. Et donc, la Banque centrale, en fonction des décisions qu'elle prend, elle peut vraiment permettre de mener le système financier vers plus de durabilité, vers la transition. Et je pense que ça, c'est un sujet important. Et le mémoire de Théo est extrêmement bien documenté. Donc là, le jury, déjà, de son mémoire l'avait mis en avant. Et je pense que le jury du prix IRA s'est pas trompé par rapport à ça, dans le sens où il y a vraiment une liste de références très actuelle. C'est très, très documenté. Et c'est quelque chose qui n'est pas qu'une réflexion théorique, mais qui va vraiment dans la pratique. Merci, merci beaucoup. Luc Van Liedekerk, en tant que président du jury, ben, vous avez fait du travail de Théo, le lauréat de cette catégorie. Et qu'est-ce qui vous a particulièrement plu? Qu'est-ce que vous aviez envie de souligner dans ce travail? Je crois que Marek a très bien indiqué ce qui est très. Allez, disons, on a eu l'embarras du choix cette année-ci, donc on a vraiment eu beaucoup de bonnes mémoires, mais il n'y a pas eu un moment de doute. C'était vraiment une décision à unanimité de prendre Théo comme lauréat. C'était très bien fait. C'est d'une maturité qui est exceptionnelle pour une mémoire de master. Allez, je trouve ça vraiment. Je n'ai jamais eu dans mon vie une mémoire de telle maturité. Donc, là, il n'y a pas eu de doute. Allez, il faut compter aussi. Donc, le sujet, ça a été indiqué, mais c'est très important, hein. Donc, à quoi bon qu'on tient allez, le système financier en bonne santé si ce système financier investit dans le mauvais côté, hein? Donc, à quoi bon? Donc, allez, le prudentiel, comme Théo a expliqué, c'est pas assez. Donc, il faut aller plus loin avec les CB. Il faut vraiment avoir la possibilité de guider la société de la bonne conduite, et là, je trouve qu'en fait, comme Marek a déjà indiqué, il y a une analyse très profonde, comment ça marche, hein, la Banque centrale, et aussi comment est-ce qu'on peut mettre des pas en avant pour avoir une Banque centrale qui dirige vraiment le système financier vers un bon côté, hein. Donc, ce sont des idées simples, mais très importantes. Donc, il s'agit aussi qui fait partie du board du ECB. Donc, des idées très simples, mais très justes. Et comme ça, on peut vraiment changer le système. Et c'est ça qu'on a apprécié. C'est très bien fait. Merci beaucoup, Luc Van Liedekerk. On va passer à présent aux questions-réponses, Théo, avec une première question qui est arrivée. Quels sont les liens entre la BCE et la BEI, déjà très active sur le climat? Alors, donc de nouveau, hein, moi j'ai pas une connaissance absolue du système financier en Europe. Et donc, mon mémoire fait vraiment se focus sur l'aspect supervision. L'aspect Banque européenne d'investissement, c'est des investissements comme dans le nom. Et donc, c'est où va l'argent. Et ça, c'est décidé par la fonction monétaire de la BCE et par la gouvernance européenne politique qui est orientée par les institutions européennes. Voilà, donc après, je sais pas en dire énormément sur ce sujet parce que la BEI, c'est un organisme complètement à part que je connais partiellement parce que je sais qu'ils investissent beaucoup, beaucoup dans le climat, comme vous dites, mais voilà, le lien entre la BCE et la BEI est clair, c'est que les deux gèrent le système financier, mais la partie supervision de la BCE n'est pas vraiment en lien avec la BEI. Voilà, désolé, je ne sais pas vraiment bien répondre à cette question. Bon, mais tout va bien. Bravo pour ce mémoire. Et l'approche suivie, nous dit Thomas Van Kraan. Question, approcher le changement climatique uniquement par la perspective de risque qu'il amène, est-ce que cela ne fait pas perdre de vue l'essentiel, c'est-à-dire la remise en question du modèle économique actuel et la nécessité d'une nouvelle définition de développement économique? Oui, alors ça, c'est une excellente question parce que c'est vraiment ce qui m'a bloqué, moi, pendant des mois. C'était de me dire, superviser le risque climatique, c'est à double tranchant parce que naturellement, il y a le fait que si on supervise le risque climatique, on force les banques à pas investir dans des choses qui seront bientôt impactées par le changement climatique, comme le pétrole, etc.
Mais d'un autre côté, c'est aussi leur garantir une protection contre leurs actions qui sont néfastes. Si on approche par le risque climatique, on a une réflexion qui dit on va d'abord protéger le système financier des dégâts qu'elle engendre. Mais malheureusement, voilà, si on veut avoir une approche rigoureuse de ce problème-là et s'en tenir au cadre légal et politique dans lequel la BCE opère, et c'est ce qui est très important parce que la BCE, si elle n'a plus de crédibilité, plus personne n'y croit et ça ne fonctionne pas, elle ne peut que approcher le changement climatique par le concept de risque climatique, en tout cas pour sa partie supervision. On pourrait imaginer avec un mandat politique quelle est la légitimité d'aller plus loin, mais actuellement, le risque climatique est la seule manière d'approcher le problème. Ok, on va passer à la question suivante. Alors, la crise économique de 2008 n'avait pas permis à ces institutions d'agir. Comment faire pour que les risques climatiques soient repris dans leurs priorités? Tu relis la question avec moi. Ouais, la crise économique donc, de 2008 n'avait pas permis à ces institutions d'agir alors que dans leur core business, voilà, j'avoue que ce n'est pas super clair pour moi non plus. Je ne sais pas si tu vois comment y répondre ou si la personne qui a posé la question peut être un peu plus précise éventuellement. Non, alors moi ce que j'aimerais dire, j'ai un peu profité de la question pour peut-être parler d'autre chose, mais la crise de 2008 a eu un impact très important sur la supervision européenne parce qu'elle a mené à la crise de la dette souveraine et elle a donné à la BCE ce pouvoir de supervision sur l'entièreté du système financier européen. C'était une fonction qu'elle n'avait pas du tout avant, qui était assurée au niveau national avant. Et en fait, c'est un côté très positif. De un, parce que c'est plus sûr, parce qu'il y a beaucoup de superviseurs nationaux qui étaient incapables de gérer les monstres nationaux qui existaient dans leur pays. Et du coup, ça permet d'avoir une approche européenne du sujet du changement climatique qui est directement fait à partir de la BCE, sans que ce soit au niveau national. Et deuxièmement, ça rend aussi la BCE garante des avancées nationales sur le changement climatique. Ça veut dire qu'une fois qu'un pays décide que sa banque va obéir à des exigences climatiques, la BCE va devenir défenseur de ces avancées et donc permettre au pays de prendre des mesures efficaces et crédibles parce qu'elles seront soutenues par un superviseur de poids. Tu le disais tout à l'heure, hein, que tu as voulu établir une espèce de plan d'action pour la BCE. Est-ce que tu as eu l'occasion de soumettre ton mémoire, tes idées? Est-ce qu'il y a eu des échanges entre toi et la BCE, justement? Alors, j'ai passé un entretien d'embauche à la BCE. Okay. D'ailleurs, Monsieur Hudon m'a très gentiment écrit une lettre. Le truc, c'est que, bon, c'est peut-être un peu prétentieux de ma part, mais la BCE, c'est des technocrates avant tout. C'est des gens qui sont très forts en comptabilité, sont très forts en finance. Et moi, naturellement, j'étais passionné par l'institution dans sa globalité, mais je me suis rendu compte très vite au cours du processus que j'allais être derrière un ordinateur, consulter des comptes et que, en tant que stagiaire, déjà, j'aurais aucun pouvoir décisionnel. Et même en tant que manager, c'est des gens qui obéissent aux ordres et suivent des règles comptables très strictes. D'ailleurs, dans mon mémoire, je montre que c'est un certain nombre d'individus qui peut être plus exigeant sur certaines normes, faire attention à plus de risques climatiques, mais avec des outils qui doivent rester crédibles. Parce que c'est ça la garantie de ces avancées, c'est que ça doit rester crédible. Voilà. Donc le problème de la BCE, c'est que c'est très technocratique et que c'est pas une institution où les gens sont engagés. C'est une institution où les gens sont engagés pour faire leur travail de manière stricte. Bah, alors, justement, hein, quand on sait que tu as eu un entretien d'embauche, tu viens de le dire, est-ce qu'ils ont pu voir ce que tu avais rédigé comme travail? Et puis cette question est que va faire la BCE de vos recherches, si elle les a reçues, évidemment? Alors, je crois que ce serait vraiment très prétentieux de penser que la BCE va utiliser mon mémoire comme base parce que c'est un plan qui effectivement est intéressant, mais qui n'est pas un plan qu'il pourrait suivre à la lettre parce que la politique de la BCE est plus une histoire de négociation entre gouverneurs de banques centrales qui défendent un peu leurs intérêts nationaux, qui défendent une vision économique, parce que c'est souvent des professeurs d'économie, c'est issu d'un débat. Donc je crois que dans un débat entre des personnes
aussi haut placé, le mémoire d'un étudiant comme moi n'aurait pas beaucoup d'impact. C'est 3500 personnes, mais c'est à mon avis des personnes qui devraient faire plus attention à ce que la société civile et les étudiants proposent naturellement. Mais ce n'est pas le cas. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais je n'ai vraiment pas eu l'occasion d'en discuter pendant mes entretiens d'embauche. Il me parlait plus de mergers and acquisitions que d'autres choses. D'accord. Bon, en tout cas, il y a des félicitations qui arrivent, hein. Bravo pour le sujet. La présentation donnait très envie de plonger dans le mémoire. Alors, justement, tu dis que ce sont des technocrates. Comment faire évoluer la BCE alors? Il n'y a pas de secret, hein. Si on veut que la BCE soit ambitieuse contre le climat, contre le changement climatique, c'est un mandat politique. Il faut que les institutions européennes, que les gouvernements européens lui donnent le mandat d'agir de manière ambitieuse. La BCE, moi, et c'est ce que mon mémoire dit tout au long, c'est qu'elle peut avancer en préparant le terrain. D'ailleurs, c'est ça la métaphore que j'utilise dans le titre du mémoire, c'est vider l'eau de la cale. Il y a un bateau qui est en train de couler, la BCE doit vider l'eau de la cale, mais c'est au capitaine de faire les vrais choix. Est-ce qu'on évacue le navire? Est-ce qu'on va essayer de boucher la brèche? La BCE, tout ce qu'elle doit faire, c'est au mieux préparer le terrain pour tout ce qui pourra arriver, pour pas qu'elle soit prise au dépourvu quand on lui dira d'être ambitieuse. Déjà se saisir des outils, déjà adopter des opérations, des systèmes, une organisation qui lui permettra plus tard d'être réellement efficace sur ce sujet. Voilà, donc elle ne peut que se préparer et déjà être un peu de mauvaise foi. C'est ce que je propose parfois, c'est qu'elle soit de mauvaise foi en disant ça c'est un risque, moi je le trouve quand même très très grave, je suis le superviseur, tu te tais, je peux imposer des capitaux supplémentaires pour protéger ce risque-là, mais elle ne peut pas aller extrêmement loin non plus. Voilà, sa crédibilité en dépend. Merci, merci beaucoup Théo pour cette belle présentation, bravo, merci à Marie Cudon pour votre intervention, Luc Van Liedekerk, on vous retrouvera encore évidemment dans quelques minutes.